Hey, salut la team, j'espère que vous allez bien, c'est Soli. On se retrouve aujourd'hui sur Livre-moi Addict pour un update lecture en mode vlog. Vous savez, les copines, elles font souvent des book mails mensuels où elles vous présentent leur réception littéraire au fur et à mesure. J'avais envie de reprendre un peu le concept, mais pour des vlogs, parce que maintenant que je suis maman, je n'ai plus la possibilité de vlogger comme je le faisais avant. Et entre le quotidien, le boulot, tout ça, c'est vrai que c'est pas forcément évident, donc j'avais envie de profiter, de me poser face caméra pour vous parler de mes dernières lectures, parce qu'il y en a déjà 2 qui sont terminées, la 3e ne va pas tarder et j'ai pas mal de coups de cœur là en fait. Et puis je ne vais pas vous cacher que je viens de filmer l'update lecture du mois de janvier, donc je suis chaude là en termes de, de résumé de livres. J'ai commencé février en écoutant sur BookBeat, une plateforme qui vous permet notamment d'écouter des livres audio. J'ai écouté le premier tome de Steam Sailors puisque j'ai pu bénéficier d'un code promo que Nina Quill avait partagé, et donc du coup j'ai la plateforme gratuite encore jusqu'à début mars il me semble. C'était un certain nombre de jours et bref, j'ai la possibilité d'écouter des livres audio gratuitement, donc je profite effectivement. C'est un roman qui est signé E.S. Green, E.S. Green, parce qu'il me semble que c'est une autrice française et c'est de la steampunk. C'est une trilogie qui n'est plus à présenter maintenant. Je suis un petit peu à la bourre parce que ça fait déjà 2 ans maintenant qu'elle me fait grave envie et j'avais très hâte de me lancer dans cette saga. C'est pas un coup de cœur, parce que je pense que j'ai été un petit peu perturbée par la narration et le point de vue en fait employé. Je m'attendais à une histoire d'un point de vue interne avec à la première personne du singulier, là c'est à la 3e personne du singulier, donc je m'attendais peut-être à être du point de vue de Prudence, notre héroïne qui va se retrouver embarquée sur l'Héliotrope, un navire volant qui vole entre le haut monde et le bas monde, puisqu'on a eu une fracture il y a plusieurs siècles et on a une séparation entre ceux qui habitent dans le bas monde et ceux qui habitent dans le haut monde, avec notamment des pirates à bord de vaisseaux volants. Donc ce sont des navires volants un peu comme des gros dirigeables si vous voulez, et c'est très intéressant et bien développé. Et je m'attendais à ce qu'on soit vraiment du point de vue de Prudence, ce qui n'a pas forcément été le cas, et en même temps je trouve qu'on n'a pas eu assez de... Non, j'ai ma fille qui se réveille, elle a même pas dormi 1 heure. Quand je vous dis que j'ai pas le temps de filmer et de faire des vlogs. Bon, je reprendrai cette vidéo plus tard hein. Du coup on se retrouve, j'avais quand même envie de terminer au moins sur Steam Sailors, cet avis où je vous disais effectivement que je m'attendais à ce que Prudence et les autres personnages secondaires soient davantage développés. Je pense quand même que ça va arriver par la suite, notamment dans le tome 2, et je l'espère parce que c'est ce qui m'a manqué pour avoir le coup de cœur. C'est ce petit truc, on se met des coups de pied dans le trépied, c'est ce petit truc qui me manque et qui fait que si il avait été là, ça aurait été un coup de cœur, parce que j'ai adoré l'histoire, j'ai adoré embarquer à bord de l'Héliotrope avec cette équipe de pirates qui est quand même haute en couleurs, qui est très drôle, qui a des touches d'humour, de l'autodérision, et découvrir découvrir en fait tous ces lieux qui nous fait voyager finalement, et c'était chouette. Tiens regarde, il y a ça que tu peux prendre. Ah ouais, c'est cool ça hein, c'est Kimi qui l'a fait. J'ai également écouté le tome 3 d'Eileen O'Reilly de Lali Lombard. Je vous ai parlé du tome 2 dans l'update lecture du mois de janvier, mais je suis désolée si je regarde en bas, c'est pour surveiller c'est pour surveiller Garou qui me regarde avec ses grands yeux et un chargeur de téléphone dans les mains, parce que c'est trop cool de jouer avec un chargeur de téléphone hein. Ouais, j'ai surkiffé ce tome 3, il a été absolument incroyable. La dynamique est toujours aussi addictive, on a des rebondissements, on a enfin des révélations qu'on attendait depuis le tome 1 et qui nous laissait en suspens complètement haletant, parce que c'est hyper palpitant à lire. C'est de l'urban fantasy où on va suivre Eileen O'Reilly, une druidesse qui reprend ses fonctions lorsqu'elle arrive dans une petite ville où elle découvre qu'en fait la communauté surnaturelle est extrêmement présente, et oui mon chat,
Donc je vous disais, elle arrive dans cette ville aux États-Unis où la communauté surnaturelle est extrêmement présente, alors qu'à la base elle cherchait à se planquer, elle et son petit frère qu'elle cherche à tout prix à protéger. Et il va se passer pas mal d'événements qui vont faire qu'elle est obligée de reprendre sa place de druidesse. Et de ce fait, il y a énormément de choses qui sont développées, il y a pas mal de mythologie, c'est très intéressant. Beaucoup de révélations, je vous le dis, sur la fin de ce tome 3. La romance qui est au rendez-vous mais qui ne prend pas le pas sur l'intrigue, avec une héroïne qui est très mature, qui est très bien développée, dans un univers très bien exploité. J'ai qu'une hâte, c'est que le tome 4 sorte, parce que autant vous dire que ça va être fabuleux et je vais être en PLS parce que c'est une série en 4 tomes. Les 3 premiers tomes sont sortis l'année dernière et donc l'autrice, puisque c'est un livre en auto-édité, a fait un travail éditorial incroyable. Je tiens vraiment à le souligner avec cette saga, avec tous ses livres de manière générale, parce qu'elle en a écrit beaucoup, mais de tous ceux que j'ai pu lire de Laly Lombard, je pense que c'est la série pour l'instant qui m'intéresse le plus et pour laquelle j'ai vraiment un énorme coup de cœur. On profite d'une petite garancette toute calme et toute sage pour vous parler de ma lecture en cours que je suis en train de terminer. Je vais être en PLS. J'étais déjà... Oui, maman elle était déjà en PLS ce matin parce que pendant la sieste de Garance j'ai voulu avancer un petit peu et finalement j'ai lu plus de la moitié du livre. J'ai pleuré mais j'ai chialé comme jamais. J'ai chialé sur... Aucun des tomes, je t'assure Garance, aucun des tomes de la saga ne m'a fait pleurer comme celui-ci m'a fait pleurer ce matin. Parce qu'on a une scène qui, en tant que maman, m'a déchiré le cœur. Je me suis imaginée à la place de la protagoniste et j'ai imaginé Garance et bah voilà, j'ai chialé. Voilà, il m'en fallait pas plus, hein, forcément. Décidément dans cette vidéo on va être beaucoup interrompu, je suis désolée. Donc je vous disais que j'avais énormément pleuré, que c'est un tome qui est très prenant, mais très différent des autres tomes en même temps d'un point de vue relation entre les deux protagonistes. Wouhou, entre les deux protagonistes, entre Mort et Lazarus du coup qui va être son love interest. C'est pas du tout la même façon que dans les tomes précédents où l'héroïne va se mettre à pourchasser le cavalier pour tenter de l'arrêter. Là on a vraiment le jeu un peu du chat et de la souris avec le chasseur et sa proie mais dans le sens inverse et il y a un double jeu et enfin franchement c'est fabuleux, je trouve que c'est très bien développé. J'étais un petit peu sceptique au début, je vous le cache pas, mais finalement c'est très prenant, c'est toujours aussi addictif, très intéressant et j'ai hâte d'en apprendre un petit peu plus sur Mort et ses capacités parce qu'on a déjà un petit aperçu, mais j'ai hâte parce que là je sens qu'on va arriver au moment où vous savez où c'est ce plot twist où il va y avoir un changement radical dans son comportement. Et ce qui est très différent, ça c'est le téléphone de maman, ce qui est très différent par rapport aux 3 premiers tomes, c'est que dans les 3 premiers tomes, les cavaliers refusent un petit peu le fait de rencontrer leur future épouse, leur future compagne, la femme, l'amour de leur vie. Là dans ce tome 4, dès le début, dès le premier passage, Mort a conscience de qui est Lazarus pour lui, qui elle représente et il en a conscience et c'est ça qui est complètement différent et c'est ce qui va instaurer une autre dynamique à l'histoire. Bon, on a encore changé de cadre hein, parce que Garou, la déménageuse, est ici. J'avais très envie quand même, je suis désolée pour cette première séquence brouillon, j'avais quand même très envie de vous parler de ces 3 premières lectures de février qui sont plutôt très bonne, donc on est à la limite du coup de cœur pour Steam Sailors et 2 coups de cœur pour Aileen O'Reilly et Mort alors que je l'ai pas encore terminé. On va voir par la suite ce que je décide de lire et je vous reprends de toute façon un peu plus tard dans le mois pour refaire un point lecture. On se retrouve 28 février aujourd'hui pour faire le point sur les dernières lectures. Je voulais prendre ma caméra et faire le point au fur et à mesure de mes lectures pendant les vacances, sauf que je l'ai oublié. Je voulais filmer avec mon téléphone, mais comme j'ai un gros problème de micro, qu'il est défectueux et que ça grésille, enfin bref le son c'est une catastrophe, je n'ai pas pu filmer comme je le souhaitais. Donc c'est pour ça qu'on se retrouve seulement fin février pour faire le point dans cette update. Et il faut encore que je vous parle de ces 2 livres, sachant que la dernière fois il me semble que je vous laissais sur Mort, le tome 4 des Cavaliers de l'Apocalypse de Laura Thalassa, qui a été sans grande surprise un énorme coup de cœur. Au moment où je vous en parlais, je crois que j'étais encore en pleine lecture, j'étais encore blonde à ce moment là. Que de changements dans cette nouvelle vidéo. Il était très cool, très différent, je sais plus si je vous en ai parlé ou pas, je suis vraiment désolée, très très différent au niveau
du dynamisme entre les deux protagonistes principaux. Voilà, c'est vraiment le chasseur et sa proie, ce qui n'était pas forcément le cas enfin c'était pas tourné du tout de la même manière dans les 3 premiers tomes d'un point de vue dynamique relationnel entre les protagonistes principaux, c'était très différent. Donc du coup pour ce 4e tome c'était pas redondant en termes de découverte l'un de l'autre au niveau des personnages, et c'était très intéressant. À chaque tome de toute façon l'autrice nous surprenait un petit peu avec un petit truc en plus. Là on est carrément sur, je vous le dis, une autre dynamique, donc ça change un peu, ça donne un nouveau souffle à cette saga qui finalement va être conclue dans ce même tome. Ce qui est intéressant aussi c'est qu'on retrouve pestilence, guerre et famine dans ce 4e opus et c'était très chouette de les retrouver. La scène finale est très intéressante aussi, enfin, il y a énormément de passages qui sont extrêmement bien relatés finalement et qui amènent du peps à l'histoire et la conclusion finale m'a arraché des larmes au moment où je vous ai parlé du tome 4, il me semble, dans la dernière séquence, je crois que c'était j'ai peut-être début du mois de février, mi-février, je ne sais plus. Bref, en tout cas, j'avais déjà chialé comme pas possible avec le tome 4 parce qu'il y a des passages où mon cœur de maman a saigné littéralement. Donc ouais, il m'a pris aux tripes, encore plus que les 3 premiers, donc vraiment je vous conseille fortement de lire cette saga. Attention par contre, c'est pour un public averti. On poursuit avec La Guilde des Ombres, le tome 1 partie 2 que j'ai terminé. Je vous avoue une petite pointe de déception pour cette partie 2, je vous rappelle, je vous avais déjà parlé du tome 1 partie 1 qui avait été un gros coup de cœur. On suivait Panama qui allait intégrer la Guilde des Ombres, enfin en tout cas essayer de l'intégrer en devenant une apprentie assassin, à savoir que c'est la première humaine qui pourrait prétendre à rentrer dans cette guilde des ombres, dans cette guilde d'assassins, puisqu'elle dispose d'un don. Je ne vous en dis pas plus, même si je pense que vous allez vite comprendre de quoi il s'agit. Et donc dans cette deuxième partie de tome 1, on va suivre notre jeune fille, notre fillette qui est devenue une jeune femme, une adolescente qui a plus de 17-18 ans à la fin de ce premier tome, donc on a un grand processus. Ne vous inquiétez pas si vous entendez des voix, il y a des ouvriers qui font des travaux juste à côté et ils sont, en termes de discrétion, pas les plus compétents, hein, voilà. Du coup, je ne sais plus ce que je disais. Oui, donc Panama qui va évoluer, qui devient une jeune femme, une femme de 17 ans à la fin. Donc on a tout ce processus d'évolution de notre protagoniste avec forcément des choses qui, moi, m'ont beaucoup plus dérangée. Alors je sais qu'elles sont faites exprès, je le sais pertinemment, donc je vous vois venir dans les commentaires parce que vous allez me dire oui, mais ça fait partie du processus d'évolution, tout ça, tout ça. Oui, je suis d'accord. Ça m'a pas empêché pour autant pendant la lecture de vouloir la secouer et de lui faire ouvrir les yeux. Mais c'est parce que le mec qui est face à elle, qui est son love interest depuis le début du tome 1, est un mec méga toxique, hyper malsain, et de toute façon je ne pouvais pas le sentir et je ne pouvais pas le voir. Donc moi j'ai hâte qu'elle rencontre quelqu'un d'autre. Vous vous en doutez si vous avez lu la saga, mais je suis un poil déçue par rapport à ça, même si c'est essentiel pour la suite de l'histoire. Donc c'est un mal pour un bien, je le sais, c'est juste que bon, dans la globalité c'est un coup de cœur, hein. Je veux dire, si je prends les 2 parties ensemble, c'est un énorme coup de cœur. Mais c'est vrai que il y a eu plus de longueur en fait dans cette deuxième partie que dans la première, où on était beaucoup plus dans l'action, dans le dynamisme, et en même temps on découvrait l'univers. Donc une fois qu'il est bien ancré, bien en place, je m'attendais à avoir encore plus de péripéties, beaucoup plus de longueur et de lenteur, mais je le rappelle, qui sont nécessaires pour la suite des aventures de Panama. Donc surtout que la fin par contre, il y a pas mal de rebondissements là pour le coup, et c'est très intéressant d'ailleurs, et j'ai hâte de lire la suite. D'ailleurs le tome 2 partie 1 est dans ma pile à lire pour le mois de mars. Et enfin, pour conclure ce mois de février, j'ai acheté et j'ai lu dans la foulée Fire and Frost, le premier tome d'Ellie Blake, c'est paru chez Corrigan. Premier tome, c'est l'Alliance. C'est le premier tome d'une trilogie qui me faisait envie depuis très très longtemps, parce qu'en fait je viens de percuter, enfin en le lisant, j'ai percuté que c'est un livre qui était dans ma wishlist il y a des années et des années de ça. J'étais encore à la fac à ce moment-là, donc c'était il y a quasiment 10 ans. J'ai l'impression de me taper un coup de vieux
énorme quand je dis ça, mais voilà, c'était une saga qui me faisait très envie à ce moment-là parce que je lisais beaucoup de young adult, ce qui n'est plus du tout d'actualité maintenant, mais je sais pas pourquoi j'ai été très attirée par ce livre, dont finalement on a très peu entendu parler, et le tome 2 vient de sortir, donc c'est peut-être pour ça aussi que j'ai voulu acheter le tome 1 pour voir. J'ai pas trop été déçue pour du young adulte. Après c'est vrai qu'il y a énormément de choses qui me perturbent maintenant et qui me font plus du tout vibrer, et je pense que ça aurait été un énorme coup de cœur si je l'avais lu il y a 10 ans maintenant, parce que, enfin moins de 10 ans, parce que je crois qu'il est sorti en VO en 2017, donc je voulais lire à ce moment-là en tout cas. Je pense vraiment que c'est un livre qui m'aurait plu à 100% si je l'avais lu à sa sortie en VO, et s'il était sorti peut-être plutôt en français aussi. Je trouve que c'est un livre intéressant avec une intrigue intéressante, mais qui du coup c'est du déjà vu. Il n'y a rien de surprenant dans l'intrigue, il n'y a rien de surprenant dans l'évolution des personnages, il n'y a rien de surprenant dans leurs relations non plus. C'est cool, mais sans plus quoi. C'est pas transcendant, mais ce n'est pas transcendant parce que malheureusement je pense qu'il a été publié enfin je sais pas si on peut dire trop tard, parce qu'il est jamais trop tard pour publier un livre, on est bien d'accord, mais vous voyez, je pense on a peut-être un peu raté le coche pour ce livre-là, parce qu'il aurait fait littéralement sensation il y a 6-7 ans. D'ailleurs, il a fait sensation dans les pays anglophones, mais là, je sais pas. Ouais, c'était cool, vraiment, c'est ce que je vous dis, mais c'était pas transcendant parce que c'est du déjà vu. Parce qu'on a lu déjà énormément de livres qui avaient ces mêmes procédés stylistiques et au niveau de l'intrigue également. Et d'un point de vue de la narration, c'est vrai que on se doute grandement de ce qui va se passer par la suite. Donc là où ça peut être intéressant, c'est de voir comment l'univers va être développé, parce que l'univers est très intéressant tout de même. Je crois que je vous ai même pas fait de résumé. On va suivre Ruby qui est une jeune fille qui est capable de manipuler le feu, donc on appelle ça une sang de feu, et ses ennemis sont les sangs de glace, ou les sangs froids, je sais plus comment on appelle, les sangs de feu, les sangs de glace, si je me suis pas trompée. Donc les sangs de glace, eux, qui sont l'élite du royaume et qui anéantissent les sangs de feu, qui sont vus vraiment comme des parias et qui sont leurs ennemis jurés. Et en fait, Ruby va être faite prisonnière après que sa mère ait été tuée sous ses yeux, jusqu'au jour où elle va être sauvée justement par des sangs de glace, et il y a plus ou moins un marché qu'elle va passer avec eux pour pouvoir les aider et regagner sa liberté. Je ne vous en dis pas plus, il s'agit potentiellement de complot politique, mais ça s'arrêtera ici. C'était intéressant, vraiment, ça se lit très très vite, je l'ai bouffé en 2 jours je crois, un truc comme ça pendant les vacances, donc vraiment ça se lit très vite, c'est écrit assez gros. Quelques petits problèmes quand même de traduction au début. Il y a des trucs qui m'ont, enfin des phrases, des traductions sur certaines phrases qui m'ont fait vraiment tiquer, et je m'interroge en fait, parce que c'est le 2e ou 3e livre de cette maison d'édition que j'essaye de lire. Alors ils font des très beaux livres, je ne remets pas du tout en cause le travail éditorial d'un point de vue couverture, etc. Mais c'est vrai que systématiquement sur les 3 romans que j'ai essayé de lire, ou que j'ai lus en tout cas, j'ai eu des surprises d'un point de vue traduction. C'est quand même hyper important, et je sais pas s'il y a un problème, j'ai pas regardé si c'était les mêmes traducteurs, mais c'est vrai que ça commence à faire beaucoup quoi, et je me dis que c'est peut-être pas que des coïncidences, donc je vais voir, j'ai d'autres livres de cette maison d'édition dans ma pile à lire, et c'est dommage parce qu'ils publient des livres qui sont très intéressants et qui peuvent être très chouettes, mais en fait si ça continue, je vais arrêter d'acheter chez eux et je les achèterai en VO, parce que c'est dommage quoi, de tiquer et d'être perturbé dans sa lecture à cause de problèmes de traduction, enfin bref, puis c'était des gros trucs quoi, donc je peux même pas parler de coquilles là, je sais pas, c'était très étrange, bref. Voilà, j'en ai terminé avec cette vidéo. Finalement, je n'aurais pas lu tant de livres que ça en février. Je vous avoue que je suis
un poil déçue parce que j'étais très bien partie et finalement sur la fin du mois ça s'est complètement essoufflé. J'ai pas lu autant que je voulais pendant les vacances, ou que j'espérais en tout cas, et c'est pas grave, hein. J'ai quand même lu 5 livres, c'est mieux que rien, et même si on ne lit rien, ben c'est pas forcément grave non plus, c'est-à-dire qu'il y a des moments où on va lire plus que d'autres, donc c'est comme ça, c'est la vie, et voilà, et puis je lirai ce que je pourrais également au mois de mars. Voilà, je vous présenterai je pense ma pile à lire dans une prochaine vidéo si jamais ça vous intéresse. Si cette vidéo, ce concept de vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le dire, je serais ravie de faire la même chose pour le mois de mars. Et puis voilà, je crois que c'est à peu près tout, je vais vous laisser tranquille. Si vous ne savez pas quoi commenter, n'hésitez pas à commenter une tortue, parce que je vous l'ai dit, les tortues c'est la vie, c'est super cool. Et voilà, bref, on commente une petite tortue si jamais vous êtes partant. Et puis cette fois-ci, je vous souhaite à tous et à toutes de passer de très belles et bonnes lectures. Prenez soin de vous, je vous dis à la prochaine sur la chaîne. Ciao.